Rebonjour. Ah, c'est impressionnant ça. C'est le consentement. Oui, c'est la première fois que je vois ça comme ça, moi. Perturbant. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour 2 heures de récit et d'échange sur la systématisation d'expériences et le travail d'accompagnement sur les pratiques et la posture interculturelle. Alors, pourquoi organiser un tel événement pour partager avec d'autres un processus de travail interne? On a longtemps réfléchi d'ailleurs à ce qu'on diffuse, est-ce qu'on l'extériorise ou pas. Le CAI est en fait une association riche de ses 40 années d'expérience, bientôt 40 ans. Durant toutes ces années, il a considérablement évolué, tout en conservant son engagement fort pour une société interculturelle. Du Centre socioculturel des immigrés, qui était son premier nom, le CAI est devenu aujourd'hui le Centre régional d'intégration des personnes étrangères de la province de Namur. Ou plutôt, au regard de son projet politique, je suis perturbée avec la conversation, excusez-moi, au regard de son projet politique fondateur, le Centre d'action interculturelle. S'il est fondateur du Centre socioculturel des immigrés et du Centre régional, si les instances ont façonné le centre tel qu'il est, le contexte environnemental aussi l'a influencé. Mais ce sont aussi, à travers leurs pratiques, les équipes, les travailleurs et travailleuses qui ont façonné l'ensemble de la vie de l'institution et qui ont contribué à son évolution. Alors, après un premier temps d'arrêt, il y a 10 ans, sur le chemin parcouru par le CAI, nous avons souhaité non seulement laisser des traces de son évolution historique, mais aussi décider de nous pencher sur nos pratiques pour valoriser l'expérience engrangée par les équipes et transmettre les acquis aux générations futures de travailleurs et travailleuses. Nous avons en effet dans l'équipe de jeunes retraités, et nous nous sommes dit, oh là là, bientôt, il y aura de plus en plus de retraités, on a de plus en plus de jeunes travailleurs qui sont engagés, qui ne connaissent pas toute cette historique de l'institution, tous ses fondements. Et donc, il était important pour nous de pouvoir valoriser l'expérience engrangée par les anciens vers les plus jeunes également. Mais aussi assurer sa pérennité et renforcer son positionnement en tant qu'acteur d'une société interculturelle. Aujourd'hui, l'intention du CAI n'est pas de vous faire part de ces bonnes recettes pour inclure de l'interculturalité dans les pratiques du secteur de l'intégration. Il s'agit plutôt de mettre en lumière la plus-value de ce type de processus pour une association, pour une équipe, pour chaque travailleur et travailleuse, peu importe la place occupée dans la structure. Alors, avant de poursuivre la suite de ce webinaire, nous vous proposons de présenter maintenant chaque intervenant qui interviendra au cours de cette matinée. Voilà, alors je les laisse se présenter. Allez-y. Oh, bon, on peut commencer par Juliette. Vas-y. Tu es là sur mon écran. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Juliette Lavanti et je suis la responsable formation et sensibilisation au Centre d'action interculturelle de la province de Namur, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y a quand même quelques têtes connues aujourd'hui. Merci. Alors, Bernard? Bonjour à tous, donc moi c'est Bernard Forget et je suis coordinateur d'équipe et de projet au CAI. Alors notre fil rouge, Émilie, qui vous a accueilli. Donc rebonjour à tous, donc Émilie Deliamchine, je suis coordinatrice pédagogique et de projet au Centre d'action interculturelle. Alors Armand, tu n'as pas ton micro, Armand. Voilà. Je disais bonjour à tout le monde. Armand, nous, accompagnateur interculturel au Centre d'action interculturelle. Merci. Alors Milana. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Milana, accompagnatrice interculturelle au CAI Namur. Guylaine. Bonjour à tous, donc moi c'est Guylaine Debloc, je suis organisatrice d'événements au Centre d'action interculturelle de la province de Namur et ça fait bientôt 14 ans que je suis en place. Alors pour terminer avec l'équipe, Émilie.
qui est aussi parmi nous. Bonjour, donc moi c'est Émilie, l'autre Émilie, Émilie Selec, je suis responsable de la communication au CAI. Voilà, et je vous présente aussi, pour ceux qui oseraient ne pas la connaître, Liliana Gomez, qui est notre jeune retraitée, qui est aujourd'hui dans les participants, parce qu'elle a souhaité que ce soit l'équipe actuelle qui porte cette matinée. Et donc, elle est quand même parmi nous. Merci Liliana, parce que ça a été quand même la cheville ouvrière aussi de ce projet. Voilà, tu vois, je l'aurais dit, même si tu ne le souhaitais pas. Alors, nos deux accompagnatrices, animatrices, formatrices, je vais commencer par Cécile. Bonjour tout le monde, je ne suis pas du CAI et j'ai le plaisir je travaille dans le milieu des ONG, mais j'ai aussi une activité d'accompagnatrice formatrice qui m'a permis d'accompagner le CAI pendant plus d'1 an pour la systématisation d'expériences. Merci. Et Judith. Oui, bonjour, je suis formatrice et superviseuse au CBAI, Centre bruxellois d'action interculturelle, voilà. Et j'ai accompagné, je dirais, les accompagnateurs interculturels, on en parlera. Merci. Oui. Et encore un tout grand merci à vous deux, ce fut vraiment un plaisir. Voilà, vous animez de manière très très riche et vraiment au nom de toute l'équipe, je vous redis encore la grande satisfaction que tout le monde a eu à travailler avec chacune de vous et vous êtes en plus dans les mêmes lignes. Donc ça a été vraiment un enrichissement, mais on va le découvrir avec les participants ce matin. Je te repasse la parole, Émilie. Oui, et bien donc on va commencer par le travail de systématisation d'expérience. Et donc à ce sujet, on vous propose de visionner une courte vidéo qui présente le processus de systématisation qui s'est déroulé l'an passé. Le son. Émilie, il n'y a pas de son. Toujours pas de son. Il faut relancer la vidéo en petite case. Là. Vous n'avez pas de son? Non, pas du tout en fait. Allez, tout à l'heure ça fonctionnait. Alors là, comment faire? Il y a des avantages. Sinon, on peut s'amuser à deviner ce que dit Benoît. C'est ça. Émilie, je pense que tu dois aller dans les options de partage pour activer le son aux participants. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. C'est dans l'option avancée. Oui. Voilà. Le Centre d'action interculturelle de la province de Namur voit le jour en 1982. Depuis ce temps, le CAI intègre et développe des méthodes et des pratiques interculturelles pour contribuer à construire une société plus harmonieuse. Cette dimension clé, l'interculturalité, est inscrite dans son identité, mais aussi dans son projet politique. Donc c'est seulement en 1996 que la région wallonne sort son premier décret autour d'une politique d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Seulement. Et donc, ce décret prévoit évidemment la définition de l'intégration, mais aussi et notamment l'agrément de centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères. Ces centres régionaux, on leur donne plusieurs missions. Des missions essentiellement de deuxième ligne, notamment de formation des intervenants et de travail avec la société d'accueil et les personnes étrangères. L'interculturalité, c'est construire conjointement, à partir de la rencontre et de la reconnaissance d'appartenance et de référents ethniques et culturels multiples, un nouveau vivre ensemble, égalitaire et juste entre les autochtones et les allochtones. Moi, il me semble que l'interculturel vient surtout enrichir le concept d'intégration,
Alors l'intégration, c'est quelque chose qui est déjà bien cadré, qui existe en tant que tel. Il y a des lois, il y a des processus, il y a des structures publiques et associatives qui travaillent dans l'intégration. Mais alors l'intégration est complétée par l'interculturalité et je crois qu'on a là énormément de possibilités pour enrichir le concept d'intégration au travers de celui d'interculturalité. Une image qui a été donnée, c'est l'idée que l'intégration, c'est un travail qui se fait en 2 dimensions. Et une fois qu'on y met le concept d'interculturalité, on passe à la 3D. On passe en 3 dimensions et on a alors énormément de nuances, de précision et globalement, je dirais, une augmentation en qualité de l'intégration elle-même grâce à l'interculturalité. Après des années de réflexion et de travail constant pour ancrer l'interculturalité dans les pratiques du secteur, une question se pose. Comment valoriser notre expertise et nos expériences ? Afin de transmettre l'approche interculturelle et sa plus-value dans le cadre de l'intégration à nos futurs collègues et à d'autres professionnels, le CAI a opté pour la systématisation, une méthode élaborée par des éducateurs latino-américains. On s'est dit à un moment donné, voilà, on a une pratique, on a un savoir-faire, on a une pratique, on a une expertise, mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement nous réapproprier cette pratique? La revoir notre histoire, reprendre notre histoire, la mettre à plat, la recréer quelque part et de pouvoir en tirer des leçons, on peut en tirer des apprentissages qui nous permettront d'améliorer notre travail évidemment, mais aussi de savoir ce qu'on fait, d'avoir plus conscience de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un processus de systématisation. C'est un processus qui permet justement de lire dans son histoire et de pouvoir en tirer ses apprentissages, de relire, de revivre quelque part les expériences pour pouvoir en tirer des apprentissages. La systématisation d'expériences, c'est se réapproprier le fond de nos expériences, faire émerger des savoirs critiques pertinents pour le changement. C'est aussi coélaborer un processus avec les personnes qui sont au cœur du dispositif. C'est une approche intégrée et participative fondée sur les expériences vécues à partir de nos propres visions et perceptions, et c'est renforcer ses capacités via le partage d'expériences entre pairs. La systématisation se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a la préparation du projet de systématisation. Établir les objectifs, choisir un axe d'étude. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à mettre en avant dans cette expérience? Quel objet, quelle expérience choisit-on d'étudier? Enfin, on s'attarde aux aspects pratiques comme la méthodologie, le calendrier, les sources documentaires, etc. Une fois cette préparation faite, on passe à la reconstruction, à la récupération historique des expériences. On les raconte, on les analyse et on les interprète avant la dernière étape, celle de l'écriture. La retranscription des résultats et la synthèse. Nous sommes alors prêts pour finaliser le produit de systématisation et le diffuser. Moi, j'adore cette phrase depuis toujours et en préparant la courte intervention que je vais faire pour aujourd'hui, c'est cette phrase-là qui m'est revenue, qui je trouve est tout à fait juste par rapport au travail qu'on va entamer aujourd'hui. On était parmi les anciens, en fait, on était beaucoup entre anciens et souvent on est parti dans la nostalgie du passé. Donc on a un peu retracé la trajectoire de vie, on va dire, du centre d'action interculturelle. Et on est à un moment donné parti trop dans la nostalgie, un peu de mélancolie, un peu, je veux dire, un petit peu le regret du passé, parce qu'à l'époque l'interculturalité, elle se vivait différemment que ce qu'elle se vit aujourd'hui. Donc c'était souvent à travers des événements, des activités culturelles, artistiques, etc. Aujourd'hui, le secteur est moins dans ça, en fait. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'il ne fallait pas toujours penser que c'était mieux avant. Aujourd'hui, l'interculturalité, elle est toujours présente, mais différemment. Alors, d'un point de vue personnel, c'était très compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression d'avoir chaque fois un petit temps de retard dans les travaux, le temps de vraiment bien assimiler toutes les infos qui ont été données. Donc,
voilà, je pense que c'était plus enrichissant pour moi, plutôt que le contraire, mon apport enrichissant pour les autres, si j'ai envie de dire. Ma contribution, moi, c'est la contribution d'une fourmi dans tout un système, en fait. Voilà, je ne suis jamais qu'une fourmi parmi toutes des fourmis, et donc ensemble, on arrive à construire nos projets, à faire en sorte que la société change, quoi. Je vais parler de mon expérience, de quand j'accompagnais les personnes dans leur démarche. D'abord les démarches d'emploi avant qu'on parle de démarche d'intégration. L'important pour moi, c'était de pouvoir leur donner le plus d'informations possible, de manière la plus explicite possible, pour leur donner à comprendre comment fonctionnait la société, le monde du travail en Belgique, et de leur permettre au maximum aussi de partager comment ça fonctionnait chez eux. Et je pense que c'est cette expérience-là qui amenait énormément de richesse dans nos échanges et qui donnait à construire une nouvelle façon de voir les choses. Le temps d'attente entre les séances se fait long. Le déconfinement oblige le CAI à adapter ses méthodes de travail et les vacances arrivent. Il est temps de faire une parenthèse dans le processus avant de reprendre à la rentrée. Mais si tout n'est pas fini, la récolte des premiers fruits du travail se fait ressentir. Des réflexions sur la pratique, des contradictions, des satisfactions et des insatisfactions apparaissent déjà, ainsi que des questionnements quant à la reconnaissance du travail accompli. Le processus de systématisation qu'on a vécu ici, il est vraiment intéressant parce qu'on a fait l'effort de marquer un temps de pause dans notre travail en équipe et de réfléchir 2 secondes sur ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, depuis combien de temps est-ce qu'on le fait et comment est-ce que ça fait sens en fait, autant dans notre travail au quotidien qu'en termes d'impact au niveau de la société. Et donc plutôt que de faire une sorte d'évaluation, parce qu'on est fort dans l'évaluation dans le milieu professionnel, on a choisi plutôt un processus de systématisation pour échanger collectivement et en fait revivre l'expérience. Voilà, pour moi, l'interculturalité, ça commence dans un échange déjà entre 2 personnes. C'est pas seulement une question de culture belge, culture étrangère, si on peut dire comme ça. Ça peut démarrer même à partir de 2 mondes différents. Par exemple, le monde associatif et le monde politique, ce sont 2 mondes complètement différents. Et à partir du moment où il y a des échanges entre les deux, voilà, comme le CAI peut essayer de le faire en faisant de l'interpellation politique, mais c'est déjà pour moi de l'interculturalité. C'est une valeur en tout cas que moi je porte par l'évolution en tout cas de mon éducation et de ma vie ici en Belgique, puisque issu de l'immigration, d'une part je porte une culture qui n'est pas celle du pays d'accueil, et d'autre part j'ai quand même grandi ici, parce que je suis arrivé, j'avais 5 ans. Je veux dire que c'est une posture de vie, c'est une posture aussi dans la société, parce que bon voilà, étant issu de 2 cultures différentes, il fallait pouvoir à un moment connaître sa propre culture, sa propre identité, pour pouvoir tisser des liens, pas que des liens sociaux, mais des liens culturels, économiques et autres avec la population avec laquelle je vis. C'est vraiment un modèle de société qu'on défend, en tout cas nous ici au CAI, parce que ça permet en fait de construire une société où chacun a sa place et où chacun peut construire quelque chose. C'est vraiment aller au-delà de la relation interpersonnelle, moi et l'autre, et je fais des concessions, ou je m'adapte à toi. Non, on construit quelque chose ensemble. C'est vraiment en dehors des 2 personnes. Et c'est cette vision-là, en tout cas, qui pour moi est vraiment fondamentale pour construire une société où le vivre ensemble a toute sa place, en fait. C'est pas juste des mains l'une à côté de l'autre, c'est des mains qui s'entrecroisent. C'est une image qu'on reprend souvent et qui donne une nouvelle image, une nouvelle perception de ces mains. Donc si je dois résumer l'interculturalité, c'est quoi? C'est la rencontre de 2 personnes ou de 2 groupes ayant des cultures, des mœurs, des traditions, des coutumes, des convictions philosophiques, etc., des religions différentes, qui se rencontrent et qui cohabitent harmonieusement dans une société.
de pouvoir travailler vraiment à l'interculturalité, mais de manière très concrète, pas nécessairement par nous, par les associations de terrain, pour permettre la vraie rencontre interculturelle, parce que c'est que comme ça qu'on dépassera les obstacles de fermeture, on va dire, des communautés et de racisme de la part de la société d'accueil. C'est par la rencontre, la vraie rencontre interculturelle, mais accompagnée par des animateurs qui sont formés, qui la permettent, cette rencontre-là, et le travail aussi sur les institutions, et je dis bien volontairement, sur les institutions, pour lutter contre la discrimination institutionnelle. J'avais déjà mon ouverture d'esprit. Autrement, je ne serais pas ici. Non, ça me réconforte dans mes choix. Il faut continuer à travailler pour que la société évolue. Et c'est un éternel combat, au fait, quoi. C'est pas... Ça se termine pas demain, quoi. Et des gens, il y en a tous les jours qui naissent avec des idées différentes, avec... Et donc, c'est riche de rencontrer toutes ces personnes-là et de les faire se rencontrer. Et donc, c'est un travail éternel pour moi. Une société interculturelle ne saurait être autre chose que la coalition à l'échelle mondiale de cultures préservant chacune son originalité. C'est mieux, évidemment, si je remets mon micro. Cette vidéo, elle a été créée à la suite de cette systématisation d'expérience. Si vous voulez la revoir, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'on peut mettre le lien ici. Mais donc, après cette vidéo de présentation de la systématisation d'expérience, je vais demander à mes collègues Juliette et Guylaine de vous parler de leur expérience finalement, de comment elles ont vécu, cette systématisation d'expérience. Et donc, Juliette, si tu te replonges dans le processus, et je pense que la vidéo a aidé même, comment tu l'as vécu? Très bien, c'était une très chouette expérience et c'est vrai qu'en voyant la vidéo, je me disais que finalement le mot partage, rencontre, échange sortait beaucoup puisque c'est fort rattaché à l'interculturalité, à notre métier et qu'on est donc finalement tous des travailleurs qui aimons le contact, la rencontre et donc le confinement a été particulièrement difficile, je pense, pour remettre du sens dans nos différents métiers. Et le processus de systématisation, pour moi en tout cas, a été un moyen de renouer, de refaire du lien avec mes collègues que je n'avais plus l'occasion de voir en vrai. Donc, c'était vraiment des moments très agréables durant cette année quand même un peu particulière. Merci. Guylaine, pareil pour toi, tu nous dis un peu comment tu l'as vécu? Moi aussi, je l'ai très bien vécu. Ça fait du bien de pouvoir se replonger dans les souvenirs. Et ça m'a même amené à me poser des questions sur l'histoire du CAI et à aller jusqu'à lire un petit peu l'histoire complète pour pouvoir faire les liens entre tout. Donc, moi, je l'ai très bien vécu aussi. Mais donc, tu parles effectivement de cette recherche, de cette fouille dans les archives, de cette reconstruction historique. Finalement, est-ce que ça a été facile d'entrer dans ce travail, Guylaine? En ce qui me concerne, déjà au départ, systématisation, pour moi, c'était un gros mot. Je ne voyais pas très bien où on allait. Donc non, au départ, ça n'a pas été très facile. Ce qui m'a aidée, c'est que dans le cadre de ma fonction, j'ai beaucoup appuyé Liliana et tous ceux qui ont porté le projet à pouvoir rechercher les documents pour pouvoir alimenter les nouveaux travailleurs. Et ça m'a déjà aidée et ça m'a motivée même à pouvoir en savoir beaucoup plus. Et au bout du compte, ce qui n'a pas été facile aussi, c'était les conditions sanitaires. Ne pas savoir, tiens, est-ce que
on le fait en présentiel, comment est-ce qu'on adapte la chose, du coup, comment est-ce qu'on cherche les documents. Enfin, vous voyez, c'était toute une organisation. Mais au final, on a pu rebondir. Tout le monde a rebondi. D'ailleurs, Cécile est super pour ça. Et toute notre équipe aussi. Parce que voilà, c'était pas simple, mais au final, on a très bien rebondi et c'était très riche. Et je trouve que c'était, en ce qui me concerne, mieux de le faire en 4 fois qu'en 2 journées, parce qu'au départ, c'était prévu en présentiel. 2 journées qui suivent. Et je trouve qu'en 4 moments, ça permet de prendre du temps, de mieux de mieux se l'imprégner, quoi. Juliette, tu n'es pas là depuis très longtemps, comparé à Guylaine ou à d'autres au CAI. Est-ce que ça a été du coup plus facile ou plus difficile d'entrer dans ce type de travail? Mais je dirais que c'est quand même un peu plus difficile quand on est un travailleur récent. Guylaine, elle est là effectivement depuis super longtemps et donc elle a pu se replonger dans les archives, ça réveille des souvenirs. On le voit aussi dans la vidéo. Rami, il parle d'une certaine nostalgie, d'un partage d'expérience, de « oh, tu te souviens, c'est des chouettes souvenirs ». Et donc, quand on est là depuis assez peu de temps, on peut parfois se dire « mais comment est-ce que je vais faire pour rentrer dans ce travail-là ?» Moi, je n'ai pas vécu toutes ces expériences-ci. Moi, je suis là depuis 2 ans et demi, mais il y avait des travailleurs encore plus récents que moi. Et alors, c'est marrant parce que dans la vidéo, on entend aussi Axel juste après qui dit « c'était pas facile au début ». Lui, il fait partie de ces travailleurs plus récents. Maintenant, ce qui est génial avec l'expérience de systématisation qu'on a vécue, c'est que justement, le processus avait été pensé de manière à ce que chacun ait sa place. Et donc, fatalement, les anciens avaient un rôle très important de partager une expérience et des souvenirs, mais les personnes récentes, comme moi ou comme Axel, on pouvait prendre le rôle plutôt de regard extérieur, de poser des questions à la fois innocentes, mais parfois pertinentes, parce que quand on est le nez dans le guidon ou dans ses souvenirs, on n'a peut-être pas une prise de recul sur les événements. Et donc, en ça, c'était vraiment super enrichissant, mais c'est sûr que ce n'était pas une position facile, je trouve. Cécile, tu nous as accompagnés, hein, ce n'est plus un secret, pour personne. D'après ton expérience de formatrice, accompagnatrice, est-ce que c'est aisé d'entrer dans ce type de travail pour une institution ou une équipe? Ben, vous l'avez entendu un peu, oui et non. Je dirais non, d'abord parce que ce n'est pas connu et qu'elle n'a pas un physique facile. Hein, quand on dit c'était quoi, disait quoi, enfin, déjà rien que le nom, c'est un peu rébarbatif, c'est vrai. Après, il faut savoir qu'il a été aussi conçu pour rapprocher 2 termes qui ne vont normalement pas ensemble. Systématiser, c'est ranger, classer, catégoriser. Et expérience, c'est une espèce de pelote de tellement de choses, de notre vécu, de nos histoires, du contexte. Enfin bon. Et donc, ces 2 mots ont été mis ensemble justement pour essayer d'exprimer ce que c'est. Mais ça ne facilite pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est très peu connu en Europe. Il y a des organisations qui l'ont déjà fait, etc. Mais alors que ça fait 20 ans, peut-être 30, qu'on systématise en Amérique latine beaucoup, qu'on construit des cadres théoriques à partir de ça. Ici, bof. La troisième difficulté, je dirais aussi, c'est de comprendre parfois un peu la différence et les complémentarités avec l'évaluation. Hein? Est-ce qu'on va contrôler ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mesurer si on a bien atteint nos objectifs, etc. Je dis non, on va oublier ça, on va se concentrer sur le processus. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos difficultés, nos erreurs parfois, pas facile de se pencher là-dessus. Donc voilà, et avec un focus apprentissage. Le but, c'est qu'on apprenne et aussi qu'on partage ces apprentissages avec d'autres. Donc, en ce sens, pour moi, ce n'est pas nécessairement facile, sauf quand on l'a fait. On se dit, bon, en fait, ce n'est pas très compliqué, on va au cœur de ce qu'on fait tous les jours. Et donc, dans le sens où c'est facile, c'est justement qu'on va se pencher dans une expérience qu'on a normalement tous vécue, et à différents niveaux, bien sûr, et on va commencer à aller explorer ça. Donc, c'est le cœur de ce qu'on fait. Et voilà, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Peut-être c'est les difficultés parfois sont peut-être le fait, et c'est une condition aussi, de prendre le temps de le faire, de prendre de ce recul aussi, dont parlait Juliette, à un moment donné, de s'arrêter et de dire, tiens, on n'est plus dans l'activité, on n'est pas dans l'évaluation, le rapport, on va prendre du recul et essayer d'explorer la richesse de ce qu'on fait. En ce sens, pour moi, ce n'est pas du tout compliqué et c'est assez passionnant à accompagner.
Oui. Voilà. Et, oui, quelques conditions peut-être aussi, je ne sais pas, il y a quand même 2-3 petits éléments importants quand même pour le faire. Alors, ils n'étaient pas tous réunis dans la systématisation qu'on a faite ensemble. Et donc, en fait, on a relevé plein de défis en le faisant. Et c'était quand même un très, très beau boulot de la part de tout le monde. Mais prendre le temps, ça, on l'a fait. On a été obligés, puisqu'en plus, ça s'est étiré dans le temps avec le virus, là. Avoir tous vécu, tous et toutes l'expérience. Ça, cette condition-là n'était pas nécessairement garantie non plus. Mais bon, voilà, on a avancé, on invente aussi dans ce genre de processus. Après, ce qu'on appelle une expérience, ça peut aussi être une expérience institutionnelle, d'organisation, etc. Ce n'est pas nécessairement avoir tous vécu dans la même temporalité quelque chose. Mais ça facilite grandement, évidemment, si on a vécu la même expérience. Peut-être une autre condition, c'est d'arriver à poser ce regard critique sur ce qu'on fait, donc pour pouvoir creuser, non complaisant. C'est un peu se dire, on va quand même essayer d'apprendre plus que ce qu'on sait déjà, en gros. En général, comme on apprend collectivement, on va découvrir d'autres choses aussi. Donc, il faut arriver à les creuser. Comme je disais, des erreurs aussi parfois, c'est très riche, mais est-ce qu'on va oser retourner là-dedans face au regard des autres? Ce n'est pas toujours facile. Et en même temps, d'avoir ce regard amoureux sur ce qu'on fait. Donc, c'est un peu une position de critique amoureux parce qu'on est dans des défis qui sont énormes, dès qu'on traite de justice sociale voilà, et qu'on a aussi besoin de cultiver l'espoir et de se dire voilà, de se renforcer aussi ensemble et de dire que ce qu'on fait est déjà extraordinaire et qu'on gagne aussi des victoires. Donc, il y a cette question-là. Et alors, je dirais encore une dernière chose, c'est d'avoir des traces de l'expérience, donc que ce soit des vidéos, des rapports, des mails, des notes, des WhatsApp, tout ce qu'on peut avoir, des revues de presse quand c'est des événements publics, qui nous permettent aussi de rafraîchir la mémoire et de mesurer finalement l'écart entre ce qu'on a retenu de l'expérience et ce qu'on redécouvre qui s'est passé. Voilà, ça c'est pour soi, mais aussi avec les autres et confronté au regard des autres. Ça, c'est les conditions préalables. Après, on peut en faire des toutes petites, sur une petite expérience et de faire ça en une journée ou autre. Et on peut faire des systématisations énormes à 7 pays. Voilà, donc ça peut prendre des choses différentes. Mais justement, tu parles de redécouverte. Guylaine, justement, qu'est-ce que tu as appris ou découvert par rapport aux pratiques ou à l'histoire du CAI, justement, avec cette systématisation d'expérience? Je vais plutôt parler de ce que j'ai appris sur moi, mais ça fait partie des pratiques du CAI. Donc voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, une petite anecdote. Ce que j'ai découvert sur moi, je le savais déjà, mais je ne pouvais pas le formuler. Le travail de systématisation m'a permis de formuler cela. Au début, donc, je suis organisatrice d'événements, ça veut dire que je gère les inscriptions et j'aide mes collègues à l'organisation de tout, de formation, d'événements. Et il y a un événement en particulier qui se produit chaque année, qui est le PPLI, pour lequel il y a un déjeuner, il y a un repas. Et au début, dans ma fonction, j'étais quand même assez... Je voulais absolument avoir les chiffres exacts pour ne pas avoir de repas en trop ou trop peu. Mais au fil du temps, voilà, je me suis adaptée et j'ai compris que ce n'était pas possible d'avoir des chiffres exacts et qu'il y avait toujours un quota de personnes qui allaient venir sans être inscrites et qu'il y a toujours un quota de personnes qui ne préviennent pas, qui ne viennent pas. Et donc, je me suis adaptée au fil du temps. Et donc, ça, c'est en faisant le travail de systématisation que j'ai pu le formuler. On me dit, maintenant, au PPLI, d'office, je laisse 10 places de libre pour les personnes qui viennent sans être inscrites. Donc, voilà. Donc, quelque part, je me suis adaptée sans pour autant changer mon identité. Et donc, je me dis que si cette adaptation pouvait se faire à l'échelle de la société, sans qu'elle ne change son identité, on ferait un grand pas pour l'humanité. Et Guylaine, cette expérience-là que tu racontes, en fait, c'est quelque chose... c'est vraiment une pratique interculturelle que tu pratiquais déjà depuis de nombreuses années avant de commencer la systématisation. Mais le travail de systématisation t'a plutôt limite permis de te dire « Ah ben tiens, en fait, je me rends compte que ce que j'ai fait là, c'est mettre en place une pratique interculturelle. » C'est là que c'était intéressant, je trouve, de pouvoir partager les expériences et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait qui étaient déjà totalement ancrées dans la démarche interculturelle et on n'en avait peut-être pas conscience, quoi. Exactement. Et aussi, ce qui était très gai,
pouvoir échanger avec mes collègues et d'avoir leur point de vue à eux. Donc, par exemple, les collègues qui organisent des réunions, ben, parfois vont organiser des réunions en dehors du cadre 9-17, parce que voilà, des fois, ça s'arrange mieux comme ça. Et c'est... Oui. Et c'est des éléments qu'on a retrouvés aussi dans des fonctions peut-être moins évidentes, parce que nous, on travaillait sur l'interculturalité, il y avait des fonctions pour qui c'était très évident. Quand on est accompagnateur, moi qui travaille sur la formation, mais les collègues qui étaient plutôt dans l'équipe administrative, c'était moins évident pour eux, je pense, de se dire, tiens, moi finalement, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes pratiques interculturelles? Et le fait de revivre les expériences, et ce que Guylaine raconte, c'est vraiment intéressant pour ça, je trouve. C'est qu'en fait, il y avait déjà un terreau, il y avait déjà quelque chose, et le fait de se pencher dessus et de travailler dessus a permis de mettre des mots et de vraiment tirer des apprentissages d'une expérience qui est déjà là, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et donc, peut-être pour terminer, pour respecter... pour permettre aussi à nos autres collègues de parler du travail d'accompagnement. Juliette, peut-être pour clôturer cette partie, finalement, est-ce qu'on va en rester là au CAI? Est-ce que, comme d'autres projets, on mène le projet et puis on passe à un autre? Est-ce qu'il y a des suites qui sont imaginées? Non, mais ça arrive, il faut être honnête. On est un peu jusque-boutiste quand même au CAI. Donc non, on n'en reste pas là. L'idée, en vivant le processus, c'était très vite de se dire, en fait, il faudrait partager ça avec d'autres personnes, il faudrait encourager à découvrir cette pratique de systématisation qui, Cécile le disait, est assez peu connue ici en Belgique et peut-être même en Europe. Et donc, l'idée, c'est d'en parler. Nous, on a créé une brochure sur base de ce qu'on a vécu pour expliquer un petit peu le processus. Donc, ça, c'est déjà un outil de diffusion qu'on a fait. On aimerait vraiment travailler à l'amélioration de nos pratiques interculturelles. On l'a fait en interne, mais je crois que ce serait vraiment intéressant d'encourager notre réseau à réfléchir là-dessus. Et donc, on est évidemment là, disponible. S'il y a des questions, s'il y a une envie de travailler là-dessus, n'hésitez pas. Et alors, une dernière chose sur laquelle on travaille, c'est à élaborer une méthodologie interculturelle. Là, c'est vraiment extraire l'huile essentielle de l'expérience, si on peut dire, pour se dire, voilà, tout ce processus-là, si on pouvait en ressortir une méthode de toutes ces pratiques interculturelles, quelles seraient les grandes lignes? On est en train de travailler là-dessus pour le moment et on le diffusera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mais donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez réagir ou poser vos questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et sinon, de toute façon, vous aurez la parole à la fin de la deuxième partie. D'accord? Donc, du coup, je cède la parole à mon collègue Bernard. Oui, donc voilà, rebonjour à tous. Je vais partager mon écran pour vous présenter le document qui a été réalisé. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc voilà. Donc avec l'équipe de première ligne au CAI, nous avons travaillé sur le document que je vous présente ici, donc le métier d'accompagnateur interculturel au CAI. Je vais commencer par vous présenter un petit peu le cadre de ce travail, le cadre dans lequel il vient s'inscrire. Je passerai ensuite la parole à mes collègues ainsi qu'à Judith qui nous a accompagnés dans tout ce travail. Donc d'abord, un petit retour en arrière pour souligner que le démarrage de ce travail, on peut le mettre approximativement dans une mise au vert en 2018, où on a notamment travaillé sur des notions d'interculturalité et où avec l'équipe, on s'est dit qu'il serait pertinent et important de commencer un travail sur le métier d'accompagnateur interculturel, ce qu'il recouvrait et ce que nous mettions au CAI comme contenu dans cette fonction. Alors, la notion, le métier d'accompagnateur interculturel, il est important de se rappeler que le choix, c'est un choix que le CAI a posé
de dénommer cette fonction d'une telle manière. On aurait pu appeler cette fonction travailleur social de première ligne ou autre. Le choix a été posé de l'appeler accompagnateur interculturel. C'est un choix évidemment important pour le CAI et c'est un choix qui a été fait tant vis-à-vis du législateur que vis-à-vis du secteur et des partenaires, que vis-à-vis du public et que vis-à-vis de l'équipe elle-même en interne au CAI. Pendant que je vous parle, je fais un petit peu défiler le document, manière aussi de vous le présenter. Et j'en arrive donc aux éléments de contexte sur lesquels je vais un petit peu m'arrêter. Lorsqu'on a démarré ce travail, on n'est pas parti de rien. On a souhaité repartir de ce qui existait et du cadre existant au CAI. Et il y a plusieurs éléments que je voulais remettre en évidence ici. Mais tout d'abord, dans le cadre existant, un projet politique important au CAI, avec lequel on voulait essayer réellement de construire une congruence entre la fonction d'accompagnateur interculturel et ce cadre politique. Un second élément, ce sont des fonctions ressources ou des fonctions qui ont été inspirantes pour l'équipe et pour mener ce travail, notamment la fonction de médiateur interculturel. Un troisième élément important pour le cadre de départ, c'était les axes stratégiques. Des axes stratégiques qui ont été retravaillés, revisités ces dernières années au CAI et qui ont clairement aussi contribué à avoir un cadre de départ dans lequel nous pouvions travailler. Enfin, un dernier élément important à relever, c'est évidemment le cadre décrétal et législatif qui est là pour l'écrit et qui détermine de manière assez claire tout de même la fonction d'accompagnement en première ligne. Alors, les objectifs de ce travail, les objectifs que nous nous sommes donnés, on peut citer 3 objectifs importants. Tout d'abord, premier objectif, c'était de se construire un document qui soit une référence méthodologique pour l'accompagnement en première ligne. On estimait que c'était essentiel d'avoir un document méthodologique qui clarifie cela, essentiel pour le CAI et pour mener à bien ses missions, mais essentiel aussi pour l'équipe qui avait besoin d'avoir à un moment donné un document qui puisse clarifier tout ça. Un deuxième objectif, c'était de garantir cette congruence avec le projet politique dont j'ai parlé ici juste avant. Donc c'était réellement une volonté d'avoir, c'est plus que de la cohérence, c'est vraiment de la congruence entre un projet politique d'un côté et une fonction d'accompagnateur interculturel de l'autre côté. Troisième objectif, et je dirais que ce troisième objectif, on est toujours dedans, c'était d'amener l'équipe à se questionner et d'activer une démarche de réflexion et d'intelligence collective avec l'équipe pour continuer d'avancer, continuer de se nourrir. Et c'est une volonté qui était là au début du travail et qui est encore là aujourd'hui, parce que ce document, notre souhait évidemment, ce n'est pas qu'il prenne la poussière dans une armoire, mais c'est qu'il puisse continuer de vivre, d'être alimenté et peut-être d'être revisité ultérieurement. Alors un dernier petit mot sur la méthode choisie, et je passerai ensuite la parole à Judith. Au niveau de la méthode, on a justement choisi de se faire accompagner pour mener à bien ce travail. On trouvait ça important. Et donc, on a demandé à Judith Assoun du CBAI de nous accompagner dans ce travail. Un deuxième élément sur la méthode, c'est le choix d'activer une réflexion en équipe. Il a été évidemment tout de suite évident pour nous qu'on ne pourrait pas travailler tout ça à 2-3 personnes en chambre. Il fallait mettre en place un travail avec toute l'équipe et commencer un travail de réflexion avec eux. Troisième élément méthodologique important, c'est la temporalité. Donc, on a travaillé ça en 9 séances de travail, 9 séances pour lesquelles Judith Assoun était chaque fois présente avec nous pour construire et structurer cette démarche de réflexion et avoir un fil rouge tout au long des 9 séances. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais maintenant passer la parole à Judith qui va vous en dire un peu plus sur la démarche, les choix et orientations méthodologiques qui ont été faits tout au long de ce processus. Je te laisse la parole, Judith. Oui, ok. Bonjour à tous et toutes. Alors, je ne sais pas si le document pourrait passer un peu en revue pendant que je parle pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit, peut-être. Mais donc, une première chose, déjà dire que pour moi, ça a été un travail
je dois dire, assez facile dans cette équipe, assez fluide, parce que je suis arrivée dans une équipe où il y avait déjà, je dirais, un sentiment de sécurité entre les membres même de l'équipe. Et quand je dis sentiment de sécurité, alors voilà, quand je dis sentiment de sécurité, c'est que je suis arrivée dans une équipe où les accompagnateurs entre eux, avec leurs coordinateurs, se sentaient déjà légitimes. Alors là, peut-être on peut arrêter la dia ici, hein, je vais en parler. Donc, je disais, les personnes se sentaient déjà assez légitimes aux yeux de leurs collègues. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une équipe où les personnes n'avaient pas peur de déposer leurs difficultés, de pouvoir dire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire comme accompagnateurs, sans craindre d'être délégitimés par l'un ou l'autre de leurs collègues. Je dis ça parce que c'est important et je pense que l'équipe des accompagnateurs du CAI aurait beaucoup à nous apprendre sur ce fort sentiment de sécurité qu'il y a entre eux. Voilà, alors quand j'arrive dans une équipe, et c'est moins le cas, il y a quand même tout ce travail à faire du cadre de sécurité pour permettre aux personnes de vraiment pouvoir déposer ce qu'elles arrivent à faire dans leur pratique, mais aussi ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Alors, je dirais, dans le travail fait, il y a un peu deux grands temps. Alors, une fois que, voilà, vous verrez dans le document, il y a une première partie sur quelles sont les difficultés que les accompagnateurs rencontrent. Et puis, assez vite, ce qu'il a fallu travailler, c'est reclarifier une partie du cadre institutionnel, et notamment, et ça, c'est quelque chose que rencontrent beaucoup d'associations, se demander, face aux multiples demandes que reçoivent les accompagnateurs, quel est le public prioritaire et jusqu'où je dois aller dans ma fonction. Est-ce que, par exemple, je traduis tout document, je fais ci, je fais ça. Alors, c'est important de passer un peu de temps là-dessus. Je pense qu'on y a passé 2 ou 3 demi-journées. Parce que sinon, en fait, chaque accompagnateur se dépatouille avec tout ça tout seul. Et le risque, c'est quoi? C'est ou de créer des sentiments de culpabilité en disant je ne prends pas telle personne, je ne prends pas telle personne, ou finalement un sentiment d'épuisement où j'ai pris trop de monde et j'en peux plus, quoi. Donc on a passé un peu de temps à clarifier tout ça en se demandant quelles sont les spécificités du métier d'accompagnateur par rapport au métier d'accompagnateur interculturel, et puis comment on travaille avec nos relais. Qu'est-ce qu'on sait faire mais qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, et comment on peut relayer à notre réseau. Alors ça, c'était quelque chose d'important, mais aussi comment on peut mieux se faire connaître de notre réseau, parce que parfois, on se rendait compte que certaines personnes du réseau ne connaissaient pas bien finalement la fonction de ces accompagnateurs interculturels. Hein. Donc, par exemple, il pouvait y avoir vous pouvez leur demander de faire des traductions, vous les voyez comme un service de traduction, et donc il fallait reclarifier aux partenaires du réseau c'est quoi leur fonction. Donc voilà, on a passé quelques séances à clarifier tout ça. Et puis, on est passé à un deuxième temps important qui nous a pris quasiment tout le reste de l'accompagnement, c'est de voir finalement comment j'habite ma posture d'accompagnateur interculturel. Alors là, Bernard a rappelé tout à l'heure en introduction qu'on n'est pas parti de rien, puisque le CAI avait vraiment fait un travail intéressant au départ, où il avait mis quelques balises. Alors, dans les balises, et on est parti de là, c'était du style, pour accompagner les personnes, il faut, par exemple, envisager la personne dans son ensemble, créer des conditions d'un cadre structurant, veiller à expliquer les informations transmises, etc. Peut-être on peut continuer à baisser le document, là, à voir des exemples. Et donc, moi, je me suis dit, ce qui est important, c'est de voir comment chacun, concrètement, pratique ces grands principes. Qu'est-ce qu'il fait très concrètement? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il s'y prend? Et donc, j'ai vraiment demandé à chaque accompagnateur, pour travailler en partant des ressources de chacun, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites très concrètement pour ne pas influencer? Donc, c'était vraiment un choix méthodologique, parce que pour moi, c'était, je dirais, important en partant des pratiques, ça permettait de voir toutes les compétences de chacun, toute son intelligence relationnelle, toutes ses expériences,
Et donc, on arrive à quelque chose, je trouve, grâce à la richesse de cette équipe, de finalement très riche et très parlant. Voilà, et je ne souhaitais pas finalement faire un guide qui soit trop, si vous voulez, des procédures les unes après les autres. Pour accompagner, 1, il faut faire ça, 2, il faut faire ça, 3, il faut faire ça, 4, il faut faire ça. Hein. Ça ne me semble pas vraiment intéressant. D'autant plus que, comme l'a dit Benoît, l'idée de ce travail, c'était aussi de transmettre, de pouvoir, pour les nouvelles personnes qui arrivent comme dans cette équipe d'accompagnateurs, leur donner des repères sur ce métier. Mais pour leur donner des repères, pour que les gens puissent prendre leur place, il faut, à mon avis, un équilibre entre des grands repères qui sont là, connaître les compétences, etc. Et puis, en même temps, que la personne qui arrive puisse avoir suffisamment de marge de manœuvre, de créativité, puisse utiliser ses ressources, donc puisse avoir une forme pour penser par elle-même et créer par elle-même. Hein. Et donc, si on arrive avec des documents hyper formatés, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, quelque part, on n'est pas dans une idée de transmission. La transmission, c'est aussi ce qui permet à l'autre de penser, de créer par lui-même. Et donc, c'est trouver d'une certaine façon un équilibre entre un cadre et de l'espace, quoi. Alors, c'était d'ailleurs assez intéressant de voir que dans ce travail fait, il y avait des nouvelles personnes arrivées, des nouveaux accompagnateurs. Et on a aussi pu un petit peu travailler pendant cet accompagnement, qu'est-ce qui leur permettait de démarrer dans ce métier, de prendre la place dans cette équipe. Puis enfin, dans le document, on a travaillé quelques situations particulièrement compliquées, problématiques dans le métier d'accompagnateur. Voilà, on pourra peut-être y revenir. Je vais peut-être m'arrêter là pour laisser du temps pour les accompagnateurs eux-mêmes. Ok, merci Judith pour ce regard que tu partages par rapport à tout ce travail et à tout l'avancement autour de ce document. Donc, je vais maintenant me tourner vers nos deux collègues présents ici de première ligne, donc de l'équipe des accompagnateurs interculturels qui ont participé à ce travail. Et je vais vous poser quelques questions, chers collègues. La première, et je me tourne vers toi, Milana. Si tu te replonges dans l'accompagnement auquel tu as participé, comment toi est-ce que tu as vécu ce travail? Alors, ce travail d'analyse, moi je l'ai très bien vécu en fait. C'est vrai que par moment, c'est vrai que nos sessions par moment étaient un peu espacées, donc de plusieurs semaines. Et j'attendais vraiment avec impatience la prochaine supervision parce que c'est vrai que c'était un moment où on pouvait vraiment déposer tous nos questionnements, les situations qu'on vit au quotidien au niveau de l'accompagnement, etc. Et c'était un moment où on pouvait justement avoir l'avis d'une professionnelle telle que Judith et aussi l'avis de nos collègues, ce qui permettait un peu de trouver des pistes et des solutions, mais aussi de déposer émotionnellement certaines situations. Donc, ça faisait vraiment du bien. Donc, moi, je l'ai très bien vécu et voilà. Armand, quel est ton retour à toi par rapport à ce vécu autour de tout ce travail? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Moi, un peu, c'est dans la continuité de ce que Milana venait de dire. Moi, j'ai trouvé que ce temps d'arrêt, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Parce que parfois, on est tellement plongé dans le métier que parfois, on n'a pas le temps de s'arrêter un peu, prendre du recul pour essayer de questionner nos pratiques et voir si nous sommes tout le temps dans le bon ou alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait et tout. Donc, vraiment, ce temps d'arrêt-là, ou comme Milana disait tout à l'heure, on questionne nos pratiques, on essaie de les questionner, de les remettre en cause, peut-être de valoriser celles qui sont bonnes et tout. Moi, ça fait énormément de bien. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ce moment-là avec beaucoup d'émotions parce que je sentais vraiment beaucoup d'authenticité et de gravité dans les récits qui étaient faits, ce que les collègues déposaient et tout. Franchement, voilà. Moi, personnellement, c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler ce genre de moment-là. C'était vraiment bien, franchement. Alors justement, Armand, tu parles du fait de regarder ces pratiques. Le fait de regarder ces pratiques au quotidien, ça a été quelque chose de facile ou de difficile pour toi?
Je peux dire un peu les deux. Au départ, tout à l'heure, Judith parlait qu'elle a trouvé un groupe en pleine sécurité. Oui, on est en sécurité peut-être parce qu'on est avec toi, Bernard, tout le temps, mais quand il faut qu'une autre personne vienne qui n'est pas avec nous, il y a quand même un peu d'appréhension par rapport au travail qui va être fait. Et donc, on est quand même 7. C'est vrai, on peut avoir un socle commun, mais chacun a son individualité, chacun peut-être ses valeurs, chacun a ses façons d'agir face à telle situation. Et donc, voilà, on a un peu d'appréhension par rapport au travail dans lequel on est en train de se lancer. Mais tout de suite, quand on entre vraiment dans le travail, ben, ça commence à se dissiper. Ça se dissipe pourquoi? Parce que ben, on sent qu'il y a de la confiance qui s'installe. L'objectif, il est clair en fait. Donc, on sait ce qu'on est venu faire, ce qu'on va faire et tout. Et puis les apports, que ce soit les apports de Judith, les relances, les éclairages, les clarifications, les reformulations et tout. Et toi aussi, Bernard, ton regard aussi, parce que c'est vrai qu'on peut t'aborder rapidement au bout d'un couloir, parce que voilà, on est tout dans le temps, on n'a pas souvent tout le temps peut-être d'approfondir certaines choses. Et à partir de ce moment-là, voilà, tout ça, ça a fait que l'appréhension est très vite partie. Il s'est installé un climat de confiance, un climat de sérénité qui a permis que le travail se fasse vraiment dans les meilleures conditions, les meilleures conditions possibles. En fait. Voilà. C'est ce que je peux Merci dire. Armand. Et pour toi, Milana, le fait de faire cet arrêt, de regarder sa pratique, qu'est-ce que ça t'a évoqué comme retour ou comme ressenti? J'allais rebondir un peu sur la même chose. Donc, comme disait Judith, dès le début, moi, je me suis sentie en grande sécurité dans mon équipe. Comme disait Judith, c'était un sentiment de confiance et de légitimité. Donc, je ne me suis pas posé des questions à me dire, voilà, est-ce que si je dépose telle ou telle situation, est-ce que je serai jugée ou pas? Est-ce que je serai comprise ou pas? C'est vrai que par moments, ça a été difficile d'expliquer certaines situations que je vis, en tout cas, que moi, je vis personnellement dans l'accompagnement que je fais parce que moi, je suis confrontée parfois à accompagner des personnes qui viennent du même pays que moi, de la même culture, qui parlent la même langue et du coup, j'ai certaines difficultés que parfois d'autres collègues n'avaient pas, mais que d'autres en avaient. Et donc, c'est vrai que, voilà, il y a eu ces moments-là où j'ai eu un peu plus du mal à expliquer vraiment mes ressentis, etc. Mais que finalement, j'ai quand même réussi à déposer et ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir le dire et de pouvoir voir que je suis comprise et que d'autres vivent aussi la même chose par moment par rapport à leur culture, etc. quoi. Et donc ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est vrai que le fait de rentrer dans une analyse de nos pratiques, moi, ça n'a pas été difficile du tout parce que je me suis sentie vraiment en confiance, quoi. Et Milana, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce travail et qu'est-ce que tu aurais éventuellement envie de partager au réseau ou au secteur? Si je peux partager peut-être quelque chose que j'ai retenu le plus du travail qu'on a fait, c'est le fait que ça m'a permis vraiment d'avoir un peu plus confiance au quotidien en fait et de me dire que je peux vraiment me réfugier derrière mon ASBL, derrière ma direction, derrière mon coordinateur, dans le sens où par moment, justement, je reviens de nouveau dans ce même problème que j'avais, c'était vraiment par rapport à l'accompagnement des personnes qui sont de la même culture que moi ou qui parlent la même langue que moi, où j'avais vraiment des difficultés, où parfois j'avais ce sentiment de culpabilité, etc., quand je refusais un service ou un autre, parce que parfois, vraiment pour donner un exemple plus concret, c'était des demandes qui venaient des personnes, des demandes que je ne pouvais pas rencontrer, donc auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que ce n'était pas prévu dans mon travail. Et donc, parfois, il y avait quand même ce sentiment de culpabilité et c'est peut-être très culturel de ma part, mais il y était. Et donc, par moments, c'était très fatigant émotionnellement, physiquement, etc. Et le fait d'avoir fait tout ce travail de supervision, de systématisation aussi de nos pratiques, et de clarification un peu de la méthodologie du travail que nous avons, ça a vraiment permis de structurer, de me mettre un peu plus, d'être plus confiante et aussi d'être plus tranquille et de savoir sur base de quoi je peux refuser un tel ou tel service. Même si je le savais et je le faisais, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un sentiment de culpabilité qui restait, mais qui n'y est plus et donc c'est très bien. Et donc je trouve que tout le monde devrait faire ce genre de travail parce que justement ça permet de clarifier pas mal de choses, de structurer, de faciliter le travail au quotidien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Merci Milana. Armand, un petit retour aussi sur ce que tu retiendrais de tout ce travail et que tu souhaiterais partager au réseau ou au secteur? Oui, tout à fait. Moi, je vais rebondir sur la conclusion de Milana pour inciter vraiment les partenaires à mener. Je retiens la pertinence de l'activité, en fait. Je l'ai trouvée très pertinente et personnellement, au terme de ce processus-là, moi, j'en suis ressorti ragaillardi, si je peux me permettre ainsi là, parce que j'ai retrouvé du sens, en fait, dans ce... Enfin, pas que j'ai retrouvé, il y a eu du sens, en fait. J'ai vu du sens dans le métier parce que c'est quand même complexe. On touche à beaucoup de choses en même temps. Et il y a pas mal d'enseignements qui sont au terme de ce processus. La décentration, savoir release, savoir passer la moment. Il y a énormément de choses. Tout ça, c'est des apprentissages. Je pense que dans notre pratique, c'est important et ça aide beaucoup. Voilà, nos réseaux, c'est des domaines divers, mais moi, je pense qu'à un certain moment, si j'avais un conseil à donner aux partenaires au réseau, c'est de faire ce genre d'activité-là parce que ça renforce vraiment la cohésion et ça donne du sens à ce qu'on fait comme boulot, moi, je trouve. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, Armand. Petite précision que moi je peux maintenant apporter par rapport à la question justement de la diffusion de ce document. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est un document qui va assez loin dans le détail par rapport au travail mené par les accompagnateurs de première ligne. Ça va loin par rapport au sens et par rapport au vécu des accompagnateurs eux-mêmes, d'où le choix en équipe de ne pas le diffuser de manière large et impersonnelle, je vais le dire comme ça. Par contre, le choix a été fait plutôt d'une diffusion accompagnée. Donc, il est évident que toutes les personnes présentes ici, ce sera avec plaisir qu'on vous partagera ce document. Il est disponible à la demande, il ne faut surtout pas hésiter. Et les accompagnateurs seront contents eux-mêmes aussi de le diffuser à des partenaires, à des collègues dans le secteur, dans le réseau, avec qui ils pourront accompagner ce document d'un petit mail, d'une petite explication. On pense aussi que le travail va tellement loin par rapport à l'accompagnement et la posture interculturelle que ça pourrait parfois ne pas être compris ou pas bien compris, en tout cas, dans des milieux plus éloignés du secteur, d'où ce choix. Mais voilà, en tout cas, il est disponible pour toutes les personnes présentes ici, bien évidemment. Alors, encore une petite question, et je vais me retourner vers toi, Judith. Finalement, est-ce que le CAI se pose les mêmes questions que tout acteur de l'interculturalité et de l'intégration? Alors, je ne sais pas si je peux répondre pour tout acteur. J'ai envie un peu de faire une réponse à deux niveaux. Peut-être en tout cas pour les acteurs qui font de l'accompagnement, mais ça peut peut-être être très large. Une des questions centrales qui s'est posée et qui se pose à d'autres, c'est la question du lien et la question de comment créer des liens de confiance avec le public. Alors, je pense que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose aussi à travailler sur la question de comment créer ce lien. Alors, bien sûr, il y a la question du temps que relèvent beaucoup d'acteurs de l'accompagnement. On a besoin de temps pour créer ce lien. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je félicite le CAI parce que je trouve que c'est une décision institutionnelle qui est quasiment une décision politique et qu'ont relevé les accompagnateurs, c'est de laisser du temps aux accompagnateurs pour les entretiens, pour ne pas faire des accompagnements à toute vitesse. Voilà. Et je pense que là, face un peu au contexte, aux conditions où on demande souvent de faire beaucoup, de plus en plus vite dans le contexte actuel, du coup, je salue quelque part le côté volontariste du CAI de laisser ce temps aux accompagnateurs. Mais donc, comment créer ces liens de confiance? Jusqu'où je peux aussi... ce lien de confiance, c'est aussi la question de est-ce que j'arrive à voir la personne que j'accompagne en me disant, en partant d'un a priori où elle est capable de faire, d'un a priori positif sur elle. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais alors jusqu'où j'arrive aussi à pouvoir éventuellement dire ou comprendre si j'ai d'éventuels préjugés sur les personnes que je rencontre et pouvoir les travailler. Parce que je crois que dans ce lien de confiance, il y a quelque chose d'important, c'est aussi dans le regard qu'on porte sur l'autre.
dans cette question de la confiance, je crois qu'on doit aussi travailler, et c'est ce qui... voilà, la question aussi des limites. Ça veut dire, et c'est aussi quelque chose que le CAI met souvent en avance, et aussi les accompagnateurs, c'est qu'il y a des choses que je sais faire et il y a des choses que je ne sais pas faire. Et voilà, pouvoir aussi être conscient de ce que je ne sais pas faire, je crois que ça met aussi en confiance l'usager. Puis il y a la question des limites à ce lien, et des questions parfois que ça pose, jusqu'où on va dans le lien. Et donc Milana l'a rappelé, je trouve que c'est une question qui revient très très souvent, que ce soit pour des formateurs, des accompagnateurs, des assistants sociaux, c'est peut-être quelque chose de parfois difficile dans la limite du lien à mettre quand j'accompagne des personnes de la même origine que moi. Hein. Je crois que c'est un tiraillement que vivent beaucoup d'acteurs sur le terrain. Et là, la réponse ne peut pas être qu'individuelle. Hein. Ce n'est pas à chacun de se débrouiller comme il peut. Et donc, dans le travail qu'on a fait et qu'a fait cette équipe, c'était une réponse collective à donner. Hein. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe met en place des choses, ou si l'un ou l'autre accompagnateur se rend compte dans l'accompagnement, elle est sans arrêt tirée du côté de son identité personnelle, qui prend le relais, hein? Est-ce que tout le monde est bien OK, parce qu'il y avait aussi un souci dans l'autre sens, c'est d'accompagnateurs qui parfois se disent on veut toujours les mêmes parce qu'ils viennent de la même culture que moi, mais alors moi qui je suis du coup, hein, ça peut aussi poser des problèmes pour ceux. Et donc voilà, donc il y avait un certain nombre de réponses qui doivent être données par l'équipe et non pas être portées tout seul, quoi. Alors d'autres questions qui se posent souvent, je trouve, c'est des questions plutôt d'ordre éthique. Alors on va peut-être appeler ça des chocs culturels, voilà, dans le langage interculturel, mais qui se posent à des acteurs du type c'est important que j'entende l'autre, que je ne parle pas à sa place, mais quid quand ce que me dit mon interlocuteur, l'usager, la personne étrangère, etc., est complètement inverse à mes croyances, à mon éthique, à mes opinions. Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi ? Est-ce que je dis quelque chose ? Quelle est ma responsabilité de ne rien dire ? Quelle est ma responsabilité de dire ? Jusqu'où ça va au-delà de mon travail d'accompagnateur ? Voilà, ça, je crois que c'est une question qui revient souvent dans le secteur. Il y avait aussi une question autour de, voilà, la question de l'obligation du parcours d'accueil. Alors, dans l'équipe, il y avait des avis un petit peu différents. Notamment, a été déposé des difficultés parfois concernant cette obligation, en tout cas pour certaines personnes. Je crois que cette question de l'obligation traverse d'autres bureaux d'accueil. C'était intéressant de voir un peu comment voilà, les différents avis d'une équipe là-dessus, ce qui peut être dit, et montrer aussi, évidemment, c'est la question du pouvoir qu'on a et qu'on n'a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on le communique aux personnes, etc. Puis enfin, mais ça, je ne reviendrai pas, il y a évidemment une question, mais ça, je dirais que c'est l'ensemble du secteur social, c'est d'être un peu attentif à voilà, jusqu'où je vais. J'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de choses à faire. À partir de quand je dis oui, je dis non, à quel sens ça a parce qu'évidemment, l'enjeu, c'est de continuer à trouver du sens dans son travail. Et le sens, on le trouve à la fois on le trouve aussi dans ce qu'on est capable de faire. Et quand on a trop, le risque, c'est de se mettre à mal faire les choses et du coup à se dire j'y arrive plus, je me sens incompétent et je commence à perdre le sens que j'ai dans mon boulot. Donc, je crois que ça, c'est aussi une question qui, voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est peut-être parmi celles qui se retrouvent souvent, je dirais. Merci Judith. Je pense que tu as remis l'accent sur différents éléments et aspects du travail tout à fait importants, en effet. Mais voilà, c'est ici qu'on termine du coup la présentation de tout ce travail et je repasse du coup la parole à Émilie. Merci Bernard. Et donc, avant de vous donner la parole, j'aurai encore deux questions à nos intervenantes, formatrices, superviseuses, accompagnatrices également. Et donc, peut-être Cécile, quel est l'intérêt à travailler à partir des expériences professionnelles, finalement ? Je crois qu'on vient juste de l'entendre, non ? Enfin, je ne sais pas, moi en tout cas, quand je vois
du travail qui a été mené, voilà, que Judith a décrit, tout ce qu'on a pu explorer ensemble, je me dis c'est là que ça se passe. C'est clair, il y a des choses, on dit, enfin, vous connaissez le proverbe, là, c'est Amadou Ampateba qui dit un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais qu'est-ce qui se passe quand on parle de nous-mêmes, de ce qu'on fait au quotidien et de tout ce qu'on a besoin aussi à un moment donné de récupérer, de récolter. Peut-être l'intérêt, vous avez parlé d'émotionnel, vous avez parlé aussi de comment ça vous touche, comment vos parcours aussi, ou origines, ou conditions de vie impactent aussi la façon dont vous travaillez. Ce qui est très intéressant dans les expériences, c'est ce qu'on appelle parfois les savoirs chauds, c'est comment ils sont reliés aussi à toutes nos perceptions, nos visions, nos représentations, l'historicité, tous ces non-dits. Et les savoirs, ils ne sont pas désincarnés, quoi. Ils sont inscrits dans un contexte sociopolitique, historique, etc. Et donc, travailler à partir des expériences, c'est aussi incarner ces savoirs dans une temporalité, dans des individualités, dans des relations, dans des conflits, dans des difficultés, etc. Donc ça, je pense que ça donne aussi toute une dimension autre à nos expériences. Ce pas des cadres froids comme vous parliez, la procédure 1, 2, 3. Je trouve super intéressant dans le document que vous avez réalisé aussi avec Judith, c'est la force du témoignage. Hein? Quand on voit étape 1, 2, 3, parfois, je dis qu'est-ce que je fais avec ça? Par contre, je vois Milana qui décrit ses difficultés, qui dit ce qu'elle en a fait, comment elle a réussi à passer au-dessus, ou Armand. Enfin, ça me parle, ça me touche, ça peut aussi se relier à quelque chose que je vis moi-même. Alors, ça, c'est peut-être un gros avantage. Un deuxième, je dirais, et là, c'est probablement lié aussi à l'origine, en tout cas, de la systématisation de l'expérience, parce que franchement, on parle de la même chose, je pense, dans les deux travaux qui ont été présentés, mais avec des approches différentes et un contexte beaucoup plus concret aussi, peut-être, avec le travail mené avec Judith. Mais éducation populaire, ça vient de Paulo Freire et de la pédagogie des opprimés. Et aussi dans un contexte où, quand on travaille avec les opprimés, alors on pourra en discuter longtemps, mais des personnes discriminées ou qui sont le fruit de la colonisation, etc., de rapports de pouvoir aussi par rapport à ce qu'ils savent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont. À un moment donné, il a fallu aussi valoriser le savoir des personnes qui ne sont pas issues de la classe dominante ou plus éduquée ou culturellement plus riche, je dis bien culturellement en termes de capital culturel à la Bourdieu. Et donc, ici, c'était fondamental aussi comme instrument politique de revaloriser ces savoirs, de les partager et d'horizontaliser aussi les rapports de force entre les personnes. Et donc, du coup, je ne peux pas m'empêcher aussi de me dire, tiens, là, on parle de nous-mêmes en tant qu'intervenants, etc. Et qu'est-ce que ça représente aussi d'aller rechercher ou de travailler avec les expériences et les savoirs, par exemple, dans vos situations professionnelles, peut-être des usagers. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter sur leur situation de vie, la société, etc. Et donc, en termes aussi de levier d'empowerment, pour sortir les gros mots, mais de transformation sociale, relation de pouvoir, on va partir de là, de qui sont les personnes, ce qu'elles détiennent, ce qu'elles savent, et ce qu'elles sont, et donc de leur expérience, ce qu'elles vivent au quotidien. Voilà. Et puis, peut-être un dernier point aussi, et que vous avez souligné, ça légitime. On l'a entendu, non seulement on crée des cadres collectifs, on recrée parfois de la théorie, on fait des allers-retours entre des théories existantes ou des procédures ou des recherches qui ont été menées et ce qu'on fait. Donc ce dialogue est vraiment très très riche, mais ça redonne du sens à ce qu'on fait collectivement et pas tout seul, et ça légitime aussi ce qu'on fait. Donc voilà, d'où l'importance aussi du regard critique, hein, pas juste faire ouais c'est trop bien, mais d'aller plus loin et de continuer à enrichir notre travail de terrain. C'est difficile de faire court, mais je dirais ça. Non, mais je pense que tu as été compréhensible. Et donc, pour terminer, c'est vrai que tu as dit que finalement, ce qui a été fait dans la systématisation d'expériences et ce qui a été fait dans le travail d'accompagnement, il y avait des choses qui se rejoignaient. Pour terminer, peut-être que tu peux expliquer en quoi ces deux approches elles peuvent se compléter. Méthodologiquement, j'ai lu le document, j'avais vu un peu comment Judith justement avait pu lors de ces séances accompagner, soutenir les équipes. Méthodologiquement, on a travaillé d'une façon différente. Ce qui est peut-être très intéressant aussi dans le travail première ligne, c'est que c'était super concret.
Et que peut-être la difficulté qu'on a eue dans la grande systématisation de 4 expériences quand même du CAI, c'est peut-être d'aller fouiller, d'aller justement très en profondeur. Mais la pratique, j'ai l'impression que l'idée est la même. C'est partir de nos pratiques, explorer quelles sont toutes les difficultés, tout le contexte, etc., extraire des apprentissages et les partager avec d'autres aussi. Il y a ce côté-là hein, qui est vraiment important. On ne le fait pas juste pour nous-mêmes. Déjà, c'est intéressant, mais aussi de voir qui est-ce que ça peut intéresser qui a d'autres pratiques et un autre contexte, mais que ces apprentissages peuvent intéresser. J'ai l'impression que la démarche globale est la même. L'approche concrète a été un peu différente et probablement plus creusée dans le cadre du travail d'accompagnement en première ligne. Je ne sais pas si tu penses pareil, Judith. Oui, je pense que tu as bien... Oui, je pense au niveau de les démarches en partant des expériences, voir ce qu'on peut en tirer, voilà, c'est tout à fait ça, quoi. Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, Juliette, Guylaine, Armand, Milana, Judith et Cécile. Voilà qui clôture cette première partie de présentation. Alors, ne vous inquiétez pas, on va juste